Alors, bienvenue à tous pour cette session d'information dans le cadre de la journée franco-allemande. Donc, une session d'information qui est consacrée au dispositif de financement de la mobilité et des projets de recherche entre la France et l'Allemagne, avec en dernière partie un focus sur les sciences humaines et sociales. Donc, j'ai le plaisir d'accueillir ce matin Eva Maria Engspar, responsable adjointe du département cursus intégré et formation doctorale à l'Université franco-allemande. Elle vous présentera bien évidemment un peu plus en détail cette structure. Nous avons également Axel Hansdorf, qui est le directeur de BY France, qui également vous présentera la structure, mais qui est une structure très importante à connaître pour les projets de coopération franco-bavaroise. Alors, on préférait idéalement avec Bayreuth, mais bien évidemment, c'est la Bavière dans son ensemble qui est concernée. Et enfin, nous avons Julie Sissia, responsable de l'appel à projet franco-allemand ANR-DFG pour les sciences humaines et sociales, qui vous présentera là aussi le programme et peut-être un petit peu l'ANR pour les personnes qui ne connaîtraient pas cette structure. Il y a peu de chance, mais au cas où. Donc, nous allons commencer avec Monsieur Hansdorf, qui va vous présenter donc BY France et les dispositifs qui existent pour favoriser les coopérations franco-bavaroises. Axel, c'est à toi. Merci Bérénice. D'abord, un grand merci pour l'invitation. Je trouve c'est génial qu'on a une jolie journée autour du journée franco-allemande. Ce que je vais faire, j'aimerais bien vous présenter un peu BY France et surtout le soutien BY France que peut apporter aux chercheurs et étudiants dans le contexte franco-bavarois. J'essaie de partager mon écran parce que j'ai préparé une toute petite présentation. Est-ce que vous voyez la présentation? Très bien, super. Donc, nous avons grosso modo 3 missions. D'abord, le conseil auprès des jeunes, parfois des très jeunes, donc je parle des écoliers, des, des étudiants, des pré-étudiants dans le cadre des salons d'information par exemple, mais également des étudiants qui veulent partir soit en France ou qui veulent venir en Bavière. Les chercheurs confirmés, les jeunes chercheurs, mais également, bien sûr, tous les établissements de l'enseignement supérieur et parfois la politique, quand M. Söder, notre ministre-président, veut rencontrer, par exemple, un ministre français, souvent, la chancellerie de l'État de la Bavière nous demande est-ce qu'il n'y a pas un programme sexy ou un projet sexy. Voilà. Deuxième mission, et ça c'est le plus important, je crois, comment dire, aujourd'hui, ce sont les programmes de financement. Je vais vous expliquer tout à l'heure de quoi il s'agit. Et l'organisation des manifestations scientifiques, maintenant dans le contexte vraiment pas franco-bavaroise, mais dans le contexte franco-allemand, des workshops, universités d'été, summer schools, patati patata. Je vais vous donner également quelques exemples tout à l'heure. Pour vraiment commencer avec les programmes de recherche, avec les programmes de financement. Nous avons ce qu'on appelle le Starter Kit Bayern France qui s'adresse aux étudiants. C'est un programme individuel, donc ce sont les étudiants qui demandent une bourse auprès de BY France pour leur séjour soit en Bavière ou soit en France. C'est ouvert à toutes les disciplines et tous les niveaux, donc licence, master, Staatsexamina. Les critères de sélection, c'est la motivation et l'excellence académique. Nous avons un seul forfait, c'est 500 € plus une forfait de frais de voyage jusqu'aux 450 €. Et l'idée, c'est qu'on verse la somme avant la mobilité. Donc, parce qu'on avait un tout petit programme d'augmentation des bourses d'Erasmus, mais on a compris avec l'introduction d'Erasmus+, que c'était pas si demandé. En plus, Erasmus+, était
ils ont augmenté le soutien significativement, surtout ici en Bavière. Mais ce qu'il manque, c'est un peu financer la préphase de la mobilité. Donc, chercher un appartement, payer le premier voyage, surtout parce qu'Erasmus vient de temps en temps beaucoup plus tard, le versement. Donc, c'est un premier pouce, c'est une bourse unique, individuelle, pour faciliter un peu la mobilité. Et c'est cumulable avec d'autres bourses parce que c'est pas la même chose. Et vous avez également la possibilité de vous inscrire en tant que boursier pour une préparation linguistique. C'est une coopération avec la LMU ou online. Ça existe pour les Français et les Allemands et pour des cours spécifiques de temps en temps aussi. On a 2 appels à projets, 15 avril et 15 novembre de chaque année. Et par rapport à la ratio, ouais, il y a 200 candidatures, grosso modo, avec 40 jusqu'aux 50 de boursiers chaque année. Voilà. Nous avons également un programme de soutien aux faveur des projets de recherche. C'est vraiment pour une initiation d'une première mobilité. Ça s'adresse aux jeunes chercheurs et chercheurs confirmés. C'est ouvert à toutes les disciplines. Et ça permet de vraiment faire des premiers voyages, aller-retour, pour visiter le laboratoire, pour visiter le partenaire, de amener peut-être un postdoc, une doctorant, ou parfois les étudiants en master, et de parler des projets. Si ça terminait avec une très jolie publication, nous sommes très contents. Si ça s'adresse, par exemple, ou l'objectif est de s'adresser à l'ANR après ou l'ambassade de France dans le cadre d'un projet Procope, ça c'est vraiment notre paradis plus ou moins. Comme ça, on a donné une première pousse. C'est un programme très léger. Donc, il ne faut pas remplir 36 000 tonnes de paperasse. Ça se passe par un programme en ligne qui est géré par l'université de Passau. Peut-être les chers amis bavarois connaissent le système, c'est Oasis, parce qu'il y a d'autres institutions, par exemple la BIFOR, qui travaillent avec ce système-là. Et pour vous donner une idée d'un soutien moyen, c'est 3 000 € par projet. Donc, ça permet d'avoir quelques allers-retours entre la Bavière et la France. Même logique, 2 appels à projets, 15 avril, 15 novembre chaque année. On a parfois des demandes en référé aussi quand il s'agit d'une véritable nécessité. Par exemple, on a une time slot dans un laboratoire ad hoc et où il y a un délai pour une appel à projet et vous avez besoin absolument de voir votre partenaire. Vous vous adressez à tout moment au bureau de ByFrance. Voilà. Pour vous donner quelques idées par rapport aux manifestations, nous ne sommes jamais l'organisateur principal. C'est toujours dans le cadre une coopération avec d'autres organismes. Mais ce qu'on fait, c'est par exemple le Startup Night à Munich, c'est l'Institut, le Julie Jardin, l'Institut, bien sûr. Les photos viennent d'une période hors Coronia. Mais je suis sûr dans très peu de temps, peut-être, comment dire, on a au nouveau la possibilité de nous rencontrer dans une période normale. On organise également des webinaires qui s'adressent aux futurs étudiants, pour les préparer pour des séjours en France et en Bavière. Nous avons par exemple la Young Security Conference. C'est un peu un annexe de la fameuse Munich Security Conference chaque année. Nous avons un très grand stand également avec l'université de Bayreuth et une cursus intégré par exemple des juristes au sein du Forum franco-allemand. Nous avons régulièrement des forums de diplômés
qui s'adresse vraiment aux entreprises avec une DNA française ici en Bavière. Donc une possibilité surtout pour les doubles diplômés de chercher une poste dans un rayon assez spécifique. Après, tout ce qui concerne des workshops scientifiques, des universités d'été, par exemple sur l'île de Frauenchiemsee, on organise avec des partenaires scientifiques et régulièrement des manifestations. Nous sommes présents au sein de la Vivatech cette année, j'espère. Voilà, ça c'est un peu pour vous donner une idée de ce qu'on fait. Le réseau, bien sûr, ce sont des acteurs principaux dans le franco-allemand. L'Université franco-allemande, c'est l'un de nos grands partenaires. L'OFAGE également, les autorités sur place de France, donc le consulat, l'ambassade. Nous avons un attaché scientifique de l'ambassade qui est rattaché au BAE France. Donc Paris, c'est juste 2 minutes, non, même pas 2 minutes, 3 mètres près de chez moi. Et pour vous donner juste une idée d'où ça vient ou quelles sont les institutions du tutelle, c'est notre ministère des Sciences et l'ambassade de France qui finance BAE France. Voilà. Et derrière, c'est une toute petite équipe. Donc, c'est moi, c'est Agathe Guyot qui est un VIA de l'ambassade. Nous avons également une secrétaire qui est venue récemment, donc on n'a pas encore une photo, je suis désolé. Et l'attaché de coopération universitaire, Hervé Martin, qui est rattaché au BAE France, qui reste à votre disposition aussi. Voilà, merci infiniment pour votre attention. Et je crois, comment dire, après toutes les présentations, vous avez certainement la possibilité de poser vos questions si vous avez. Merci. Merci beaucoup, Axel. Alors, effectivement, j'ai oublié de le préciser. Nous allons enchaîner les présentations dans un premier temps et ensuite, il y aura un temps d'échange entre vous et les intervenants. Néanmoins, n'hésitez pas à poser vos questions également par écrit dans l'onglet Q&R, donc questions-réponses, de manière à ce que je puisse également peut-être orienter les premières questions après les présentations. Merci beaucoup, Axel, pour cette présentation et nous allons enchaîner donc avec la grande institution franco-allemande dans l'enseignement supérieur, et recherche. Eva Maria, je te laisse présenter l'UFA et ses programmes. Merci Bérénice. Bonjour à toutes et à tous. Je vais aujourd'hui parler ou présenter les programmes doctoraux et de la recherche de l'Université franco-allemande. Et je vais aussi partager mon écran en espérant que ça fonctionne. Voilà. Et voilà. Mais tout d'abord, je voudrais brièvement présenter l'Université franco-allemande. Donc, l'Université franco-allemande est une institution binationale fondée il y a maintenant 25 ans par les gouvernements d'Allemagne et de France. Et notre mission est de renforcer la coopération franco-allemande dans le domaine de l'enseignement supérieur et de la recherche. Cela veut dire d'initier, évaluer et de soutenir financièrement les cursus intégrés et programmes de formation doctorale entre les deux pays, et aussi soutenir la mobilité des étudiants et doctorants et aussi l'insertion professionnelle internationale de ces diplômés. Voilà. Et sur cette diapo, vous voyez un aperçu de ce dont je vais vous parler aujourd'hui. Donc, je vais présenter la formation doctorale. Les 4 instruments de soutien sont les cours tutelle de thèse, les collèges doctoraux franco-allemands, les programmes de PhD Trek et aussi nos manifestations scientifiques. Et tout d'abord, je veux commencer avec les cours tutelle de thèse. Donc, faire une cours tutelle, c'est préparer sa thèse dans les 2 établissements d'enseignement supérieur, l'un français et l'autre allemand, sous la responsabilité de 2 directeurs de thèse, et obtenir, après une soutenance unique, les 2 grades de docteur français et allemand.
Donc, on n'est pas docteur à la fin. Donc, on n'a pas deux titres parce qu'on ne fait qu'une thèse, mais on a les grades docteurs français et allemand. Et les avantages sont les suivants: approfondir les connaissances dans les deux cultures de recherche et bénéficier davantage de débouchés professionnels sur le marché de l'emploi en France et en Allemagne, voire international. Il s'agit d'un appel à candidature permanent. Le doctorant ou la doctorante peut déposer sa demande de soutien dès que la convention co-tutelle aura été signée par les établissements contractants. Et la dernière signature sur cette convention ne doit pas dépasser 1 an. Et il faut savoir que la préparation d'un tel document peut prendre plusieurs mois, car cette convention est la base juridique d'une co-tutelle de thèse. Le montant de soutien s'élève à 5 000 € au total, et cette somme se compose d'une allocation forfaitaire de 4 000 €. Et l'UFA verse cette somme en 2 fois. Premier versement de 2 000 € lors de l'acceptation du dossier. Le deuxième versement de 2 000 € lors de la fixation de la date de la soutenance. C'est normalement 3 ans après le début de la co-tutelle, mais on peut toujours demander une prolongation. Et l'UFA donne aussi 1 000 € pour la soutenance. Ce sont des frais de déplacement et d'hébergement du jury. Mais c'est aussi possible de ne déposer une demande de remboursement des frais de soutenance. Et à titre d'information, pour établir une convention de co-tutelle entre les deux établissements, nous proposons une liste de points importants qui sont nécessaires pour une telle convention. C'est notre checklist. Et on a cette liste en français, en anglais et en allemand. Et vous pouvez les regarder sur notre site internet ou m'envoyer un email. Je peux vous envoyer cette liste. En 2017, l'UFA a réalisé un sondage parmi les anciens doctorants d'une co-tutelle. Et l'objectif principal était de reprendre contact avec les doctorants en co-tutelle et connaître les bénéfices retirés et les difficultés rencontrées. Pardon. Les résultats, environ 55% des participants ont effectué une thèse de doctorat en sciences humaines et sociales et près de 35% en sciences et sciences de l'ingénieur. Environ 80% des participants voient une plus-value réelle dans la co-tutelle de thèse. Et selon environ 66% des participants au sondage disent que la co-tutelle a un effet positif lors de la recherche d'emploi. Et on a aussi mené une étude scientifique avec l'Institut franco-allemand, le DFI de Ludwigsburg, qui a abouti à une publication intitulée « Les procédures binationales de doctorants sous l'égide de l'UFA, les défis à relever et les avantages d'une co-tutelle de thèse ». Vous pouvez commander cette publication sur notre site internet, ou sinon vous pouvez aussi écrire un email et je peux vous envoyer cette publication sous format PDF ou aussi par voie postale. Voilà. Et maintenant, je veux passer à la formation doctorale structurée. Et je vais commencer avec les collèges doctoraux franco-allemands. Et l'objectif de ces collèges doctoraux, c'est ouvrir aux doctorants des formations doctorales structurées entre la France et l'Allemagne. Et structuré, cela veut dire d'offrir aux doctorants un programme de recherche avec des workshops, des séminaires, des cours de langue, des cours de méthode, etc. Donc, vraiment ouvrir une formation structurée pour les doctorants dans ce collège doctoral. Le programme est ouvert à toutes les disciplines et c'est aussi possible d'associer un pays tiers, mais l'accent est vraiment mis sur la mobilité des doctorants. Et on publie chaque année notre appel à projet sur notre site internet. Et la prochaine date, limite des dépôts de demandes de soutien est le 31 octobre. Et au préalable, nous avons demandé une manifestation d'intérêt pour fin juin.
Donc, qui peut poser une demande de soutien? Ce sont les écoles doctorales françaises et les établissements allemands porteurs d'une formation doctorale structurée. La durée de financement est de 4 ans, mais c'est toujours possible de demander, de nous déposer une demande de prolongation. Le montant de soutien se compose de frais de fonctionnement de 12 000 € par an, développement d'un réseau disciplinaire, ce sont 5 000 €. Cela veut dire que, par exemple, quand vous voulez créer un site Internet, quand vous voulez associer un pays tiers ou quand vous voulez organiser un séminaire interculturel, vous pouvez demander la somme de 5 000 €. Et aussi, les aides à la mobilité, ce sont 600 € par mois pour des doctorants, pour des séjours dans les pays partenaires ou pays tiers, d'une durée maximale de 18 mois. Mais on n'est pas obligé de partir à l'étranger pendant 18 mois d'affilée. On peut, par exemple, la première année, on peut partir pendant 2 mois, la deuxième année pendant 8 mois, etc. C'est comme le doctorant, c'est comme il veut, en fait. Et l'UFA donne aussi des indemnités d'expatriation pour 2 doctorants. Ce sont des aides que l'UFA n'accorde qu'au CDFA qui ont été évaluées excellentes. Désolée, c'est le téléphone qui sonne. Voilà, maintenant je passe au programme PhD Track. L'objectif du programme de PhD Track, c'est de réunir 2 années de master et les 3 années de phase doctorale en une formation d'une durée totale de 5 ans. Le programme de PhD Track est ouvert à toutes les disciplines et c'est possible d'associer un pays tiers. L'accent est mis sur la mobilité des participants. Et c'est pareil que comme pour le collège doctoraux, l'UFA publie chaque année son appel à projet sur son site Internet. Et la prochaine date limite de dépôt, c'est aussi le 31 octobre. Voilà, qui peut poser une demande de soutien? Ce sont les établissements français et allemands. Et les 2 premières années du programme doivent déboucher sur un diplôme de master, un équivalent. Être porteur d'une formation doctorale structurée et pour le côté français, ouvrir cette formation dans le cadre d'une école doctorale. La durée et le montant de soutien, ce sont 5 ans, mais aussi une demande de prolongation est possible. Le frais de fonctionnement s'élève à 20 000 €, donc un peu plus que pour le collège doctoraux. Et on a aussi une subvention spécifiquement dédiée à la communication. Ce sont 10 000 € pour les nouvelles demandes de soutien et 5 000 € pour les demandes de reconduction. Les étudiants reçoivent des aides à la mobilité à 300 € par mois et les doctorants reçoivent une aide à la mobilité de 600 € par mois. Donc, c'est pareil que pour les collèges doctoraux franco-allemands. Et on accorde aussi des indemnités d'expatriation pour 2 doctorants. Et c'était aussi réservé aux programmes qui sont évalués excellents. Voilà. Et maintenant, je veux parler des manifestations scientifiques. Le but de ce programme est de réunir dans un appel à projet les ateliers des jeunes chercheurs et les écoles doctorales. Le programme est ouvert à toutes les disciplines et qui peut également associer un pays tiers. Et vous pouvez organiser une manifestation ou même une série de manifestations. Et on a cette année 3 appels à projets, le 15 mars, le 15 juin et le 15 octobre. Et on a notre appel général, notre appel à projet blanc. Et cette année, on a des appels à projets consacrés aux disciplines rares et aussi à la santé planétaire. Donc, chaque année, on a des appels à projets un peu spécifiques. Et normalement, l'évaluation durera 4 mois.
Voilà, qui peut déposer une demande de soutien? Ce sont des établissements d'enseignement supérieur français et allemand et organismes de recherche, par exemple le Centre Marc Bloch ou le Sierra. La durée et montant du soutien s'élève à 15 000 euros maximum. Et les manifestations doivent durer 2 jours ou jusqu'à 4 semaines. Et le financement dépend de la durée de la manifestation et aussi du nombre de participants. En règle générale, il s'élève à une somme entre 2 000 euros et 15 000 euros. Et le soutien est destiné à financer la réalisation de la manifestation. Et l'UFA prend en charge, par exemple, les frais de déplacement et de séjour des participants, les dépenses de communication, mais aussi les frais de publication. Voilà. Et pour finir, je veux présenter l'UFA en bref. Vous voyez quelques chiffres sur cette diapo. On soutient, par exemple, actuellement 28 collèges doctoraux franco-allemands et aussi 186 cursus intégrés franco-allemands. Et on a maintenant, depuis 2005, 470 docteurs, donc des doctorants qui ont fait haute co-tutelle de thèse. Qui contacter. Si vous avez des questions, par exemple, au cursus intégré, vous pouvez contacter Madame Carole Reimeringer. Concernant la formation doctorale, donc les co-tutelles de thèse, PhD Trek ou collège doctoraux, vous pouvez vous adresser à moi-même. Et la responsable pour les manifestations, c'est ma collègue Maria Lesprévost. Voilà. Merci pour votre attention et désolée pour le téléphone qui a sonné 2 fois. Je suis désolée, mais voilà. Merci. Merci Eva Maria, ça fait partie des choses qui arrivent quand on est en télétravail, les choses ça. intempestives qui interviennent. Donc, il n'y a aucun souci. Merci beaucoup pour la présentation. Peut-être avant de passer à la présentation de Julie, tu peux me confirmer que l'UFA propose également des financements pour faire en sorte que les partenaires se rencontrent pour préparer des projets de coopération. Il me semble de mémoire que c'était 2 000 euros, mais j'ai un doute là-dessus. 2005, même, voilà. Oui, c'est aussi une possibilité. Par exemple, quand on veut préparer un workshop, une summer school ou un collège doctoral, on peut demander un soutien pour notre programme rencontre scientifique pour préparer vraiment une workshop ou une école d'été, par exemple. C'est vraiment lié à la préparation. Donc, quand on se veut voir, quand on veut se rencontrer, voilà, l'UFA prend en charge des frais pour le voyage et l'hébergement, bien sûr. Merci beaucoup pour cette précision, Eva Maria. Je pense que ça peut intéresser aussi quelques-uns de nos participants de savoir qu'il y a cette aide également pour la préparation de ces projets. Donc, merci beaucoup. Merci à toi. Nous enchaînons maintenant avec la dernière présentation. Donc, Julie, c'est à vous. Donc, le fameux appel à projet franco-allemand pour les sciences humaines et sociales. Je vous laisse la parole. Voilà, je vais faire le partage d'écran en plein écran si possible. Alors, excusez-moi, je ne vois pas le bas de mon écran. Donc... Ah, voilà. Très bien. Voilà. Donc, l'appel à projet franco-allemand ANR-DFG en sciences humaines et sociales, donc c'est le programme que je coordonne pour le côté ANR, mais il s'agit d'un appel qui est intégré, c'est-à-dire où l'ANR et la DFG se répartissent à toutes les étapes
le travail de recherche d'experts, le travail d'évaluation et de sélection des projets. Donc, vous m'avez tout à l'heure demandé de revenir un tout petit peu sur la mission de l'ANR. En effet, l'ANR, donc l'Agence nationale de la recherche, c'est une institution qui a été fondée en 2005. C'est une institution publique, un établissement à caractère administratif qui est placé sous la tutelle du ministère de l'Enseignement supérieur, de la Recherche et de l'Innovation, donc acronyme MESRI, et qui a pour vocation de développer le financement, enfin de financer la recherche sur projet pour les opérateurs de la recherche publique et aussi pour les entreprises. Donc, l'ANR est absolument pas spécialisée dans les sciences humaines et sociales. L'ANR couvre l'ensemble des sciences dites dures et des sciences humaines et sociales. Et donc, ce que je voudrais souligner en ouverture de cette intervention, c'est que la DFG est le premier partenaire international de l'ANR. Alors, ça se traduit par cet appel très singulier qui est l'appel ANR-DFG en sciences humaines et sociales, mais on a d'autres programmes, évidemment, dans de nombreuses autres disciplines, domaines qui sont des appels bilatéraux. Donc, s'il y a des personnes qui sont intéressées par des appels bilatéraux dans d'autres types de domaines scientifiques, je pourrais vous donner un contact en fin de session pour aller chercher de l'information sur d'autres domaines. Donc, l'objectif de l'ANR, c'est vraiment de promouvoir aussi la recherche française, de renforcer le positionnement de la recherche française à l'échelle européenne et mondiale. En ce qui concerne donc l'appel ANR-DFG en sciences humaines et sociales, ce qui est le programme que je coordonne, donc, dont je peux vous parler le plus en détail et qui va faire l'objet de ma présentation. Il s'agit d'un des programmes les plus anciens, les plus stables aussi de l'ANR. Cette année, on en est à la 16e édition. C'est un programme qui existe depuis 2007. Il s'agit, et ça c'est une de ses grandes singularités et de ses grandes richesses, c'est que c'est un appel donc non thématique, on dit blanc, c'est-à-dire qu'il couvre l'ensemble des sciences humaines et sociales, donc aussi les humanités, et qu'il couvre donc l'ensemble des disciplines, l'ensemble des thématiques. Donc on a des projets aussi bien en philosophie qu'en économie, en management, en histoire, en sciences politiques. Enfin, on a vraiment tout le panel des sciences humaines et sociales qui est représenté. Donc, quand on parle d'appel à projet franco-allemand, il ne s'agit pas de prescrire des thématiques franco-allemandes. On a vraiment des sujets qui portent sur l'ensemble des sujets qui peuvent être abordés en sciences humaines et sociales. Pour vous donner quelques exemples, on a un projet franco-allemand qui a été financé l'année dernière sur la diversité des traditions au Burkina Faso, qui est en fait un projet mené par une équipe française et une équipe allemande et qui s'interroge donc sur un objet qui n'est pas en lui-même spécifiquement franco-allemand. Donc, on appelle cet appel franco-allemand un appel spécifique dans le langage de l'ANR parce qu'il se situe en dehors de la plus grande quantité en fait, des appels qui structurent le calendrier de l'ANR, c'est-à-dire l'appel à projet générique, qui lui s'adresse donc aux sciences humaines en général, mais par une série d'appels plus thématiques qui se distinguent donc du caractère blanc du FRAL. On diffère aussi des autres programmes bilatéraux donc internationaux de l'ANR dans la mesure où dans cet appel franco-allemand en sciences humaines et sociales, tout est fait de concert à toutes les étapes entre l'ANR et la DFG. Donc, on choisit les experts, on sélectionne les experts ensemble, on vérifie l'éligibilité ensemble, toutes les étapes du processus sont réalisées de manière conjointe. Je reviendrai sur le comité. Et donc, on se distingue de ce qu'on appelle les procédures en lead agency, qui, comme l'indique la dénomination anglaise, en fait, consiste à faire évaluer une année l'ensemble des projets par une agence et une année par l'autre agence partenaire. Donc, dans le FRAL, on fait tout ensemble, on n'est pas dans un processus de lead agency où chacun applique ses règles une année sur deux.
Donc, ça, c'est une procédure qui ne concerne pas l'ANR, les sciences humaines et sociales. Donc, il s'agit vraiment, dans cet appel en sciences humaines et sociales, de financer la coopération d'équipes issues d'institutions françaises, donc pour l'ANR qui finance les institutions françaises, et par la DFG qui finance les institutions allemandes, sachant donc, comme je le disais, qu'on n'est pas prescripteur sur les sujets franco-allemands. Une autre singularité de cet appel, c'est que les jeunes chercheurs, alors c'est une terminologie qui est pas validée en Allemagne, hein, où le terme est considéré comme discriminatoire, donc on ne parle pas de jeunes chercheurs. Enfin, c'est aussi très intéressant le franco-allemand pour ça, parce qu'on se rend compte que certaines évidences terminologiques pour une agence ne le sont pas du tout pour l'autre. Donc, en tout cas, tous les chercheurs, disons, quel que soit leur parcours académique, sont encouragés. Donc, entre autres, les postdoctorants qui peuvent financer leurs projets de recherche par un appel, enfin par un financement FRAL. Je vous donne quelques indications sur le dépôt, parce que peut-être que dans le public, il y a des personnes qui ont des projets de dépôt, et puis pour les institutions hautes aussi, ça peut être intéressant. Donc, l'appel à projet est publié sur les sites de l'ANR et de la DFG à partir de mi-décembre. Donc, on a une information diffusée de manière, disons, symétrique, parallèle, sur chacune des plateformes. Cette année, l'appel est encore ouvert. Donc, je suis votre interlocuteur si jamais vous avez la moindre question pour un dépôt éventuel. Donc, jusqu'au 17 mars, évidemment, il ne faut pas attendre le 17 mars pour poser vos questions, parce que là, c'est le jour où j'ai absolument plus le temps de faire quoi que ce soit pour vous. L'appel à projet est ouvert en une seule étape, ce qui le distingue en fait des appels à projets génériques de l'Agence nationale de la recherche et des appels en lead agency, c'est-à-dire que vous déposez un document qui est votre document de votre projet, et puis vous renseignez en ligne toutes les informations financières également, mais on n'a pas d'étape intermédiaire de présélection. Tout se fait dans le comité qui siège à l'automne. Donc, tout est à télécharger, les informations aussi bien que les documents de dépôt sur le site de l'ANR et aussi sur le site de la DFG. Les dépôts se font au choix en anglais, en allemand et en français, donc c'est-à-dire soit en allemand et en français, soit uniquement en anglais. On pourra y revenir dans les questions si vous voulez. Et donc le dépôt se fait conjointement, comme tout dans le FRAL en fait, sur le site de l'ANR et de la DFG. Ah oui, par rapport à la diapositive précédente, un point très important pour les déposants, l'ANR ne dispense pas normalement de conseils pour le montage de projets. C'est-à-dire que l'ANR ne peut pas être à la fois une aide, disons, technique sur le montage du budget, par exemple, et vous conseiller, puisqu'elle fait par ailleurs la sélection. Donc, on serait évidemment dans un conflit d'intérêts. Donc, on est là pour vous donner les cadres et les règles du dépôt, mais pas pour prodiguer cette aide qui, normalement, est disponible dans les universités, où de plus en plus de cellules d'aide de montage au projet sont formées, puisque en France, la recherche sur projet prend de plus en plus d'essor. Donc, par rapport à la question de la langue, bon, je rentre un petit peu dans les détails, mais vous me dites, Bérénice, si vous voulez que j'avance sur des sujets peut-être plus génériques. Mais... Non, allez-y. C'est d'accord. Donc, quelle langue choisir? Comme je le disais tout à l'heure, vous avez un document scientifique à rendre qui peut être soit en français et en allemand. Dans ce cas, il faut faire une version dans chaque langue, ou alors une seule version dans une seule langue. On a de plus en plus de demandes pour des dépôts en anglais. Il faut vraiment choisir en fonction de sa culture scientifique, de la discipline dans laquelle on travaille, c'est-à-dire certaines disciplines, comme par exemple la psychologie cognitive, travaillent de manière très spontanée en anglais, hein.
alors que peut-être qu'en philosophie, il est plus évident de travailler en allemand ou en français. Donc, encore une fois, on n'est pas prescripteur d'une langue qui n'a pas d'impact sur la sélection, mais qui, en revanche, peut avoir un impact sur la recherche des experts, sur donc l'orientation qu'on va avoir quand on va solliciter des gens pour donner un avis sur le projet, sachant que un projet rédigé en anglais permettra d'avoir des experts qui lisent l'anglais. Un projet en français et en allemand, ça semble évident, hein, mais il peut y avoir, il faut en être conscient aussi, pas des biais, mais en tout cas des impacts dans le choix de la langue, qui est souvent un choix un peu cornélien pour les porteurs de projets. Donc, je reste à votre disposition là encore hein, pour ces questions de langue si vous le souhaitez. Le critère d'éligibilité est double, c'est-à-dire qu'il faut à la fois respecter les règles d'éligibilité qui sont communes à l'Agence nationale de la recherche et à la DFG, qui sont énoncées hein, dans l'appel à projet très clairement, et puis les conditions qui sont les modalités spécifiques à chacune des deux agences. Donc la DFG énonce certaines clauses d'éligibilité dans le même document, et l'ANR également. Donc, par exemple, pour l'ANR, hein, il ne faut pas dépasser une coordination de projet, en fait, à l'échelle de l'ensemble des projets ANR qu'on peut solliciter. Donc, on n'a pas le droit d'être coordinateur pour l'ANR de 2 projets différents. Hein, on peut cumuler certaines responsabilités, à savoir être coordinateur d'un projet FRAL et avoir le rôle de responsable scientifique dans 2 autres programmes financés par l'ANR. Mais voilà, il y a certaines règles qui sont absolument éliminatoires si on ne les respecte pas. Hein, et donc, sans le respect de ces règles-là, le projet ne passe pas en évaluation. Hein, donc, on a un petit peu cette année changé les modalités de dépôt. On a remplacé le nombre de signes dans la taille du document scientifique par une taille limite du document. Enfin, pour tout ça, je reste à votre écoute, encore une fois. Il est conseillé d'utiliser les modèles qui sont disposés, qui sont présents pardon, sur le site de l'ANR et de la DFG. Et donc, encore une fois, les règles d'éligibilité en vigueur pour l'une des 2 agences sont automatiquement acceptées par l'autre agence, ce qui fait qu'un projet qui ne respecterait pas les règles de l'une se verrait écarté par les 2. Donc, bon, désolé, c'est un petit peu... c'est pas très sympathique, mais il vaut mieux le savoir. Ça évite des déceptions cuisantes au moment venu. Donc la sélection, elle se fait de manière intégrée, donc selon les critères d'évaluation qui sont précisés dans l'appel à projet, qui figure sur le site internet. Hein, les expertises, en fait, sont recueillies par l'ANR et la DFG. Ce sont des expertises externes, donc on va chercher auprès de personnalités issues donc du monde de la recherche. Ça peut être en France, en Allemagne, mais partout dans le monde, si les gens sont spécialistes du sujet qu'on veut faire expertiser. Donc, dans l'idéal, on a minimum 2 expertises, voire 3, parfois on en a davantage parce que le processus d'évaluation se fait pendant l'été. Et donc, voilà, les disponibilités des experts ne sont pas toujours optimales pendant l'été, donc il peut y avoir jusqu'à 4 expertises. Le comité, c'est un comité qui se distingue par son caractère, là encore, complètement binational. On a la moitié du comité qui est constituée de membres qui sont nommés par la DFG et l'autre moitié par l'ANR. Tout le choix de tous les membres de comité se fait de concert, hein, donc on n'impose personne à la DFG, de même la DFG ne nous impose pas ses choix, on dialogue autour de la constitution de ces comités à toutes les étapes. Pour chaque projet, donc, on a une répartition de l'évaluation entre un rapporteur, qui est une personne qui est la plus proche de la discipline du dépôt, et un lecteur qui est d'une discipline un peu moins proche parfois, et qui a un regard un peu plus générique, généraliste sur le projet.
chaque projet est discuté donc, de manière collégiale. On n'est pas du tout dans une logique de chiffres, hein, et donc c'est vraiment l'excellence scientifique qui est le maître mot de la sélection. Dans ce comité, chacun s'exprime dans sa langue, c'est-à-dire que le comité incarne cette dimension bilingue et biculturelle du programme. Quant au budget, on a souvent des questions sur un budget type, combien est-ce qu'on doit demander, combien est-ce qu'on peut demander. On n'a pas d'instruction à donner aux porteurs quant au budget. En revanche, le nerf de la guerre, c'est vraiment que le budget soit adapté au projet. C'est-à-dire, il s'agit de ne pas gonfler les budgets par des nombres de postes, par exemple de postdoc, de justifier l'ensemble des dépenses, hein, que les budgets sont en adéquation aussi avec les disciplines. Quand on est par exemple en psychologie cognitive, on peut avoir besoin de certaines machines qui peuvent revenir très cher, là où un projet en philosophie, encore une fois, peut être dans des dispositifs plus modestes sur le plan matériel, hein. Donc, encore une fois, on ne prescrit rien, mais ce qu'on peut donner comme indication, c'est qu'on est entre 60 et 450 000 euros par pays pour des projets qui, en moyenne, donc, sont de 36 mois, donc 3 années. Selon les années et selon la configuration des projets, les budgets des projets financés s'élèvent entre 200 et 260 000 euros, et on remarque sur les dernières années une hausse des budgets. Je vous donne quelques chiffres du dépôt de 2021, donc celui qu'on a clos cette année, dont on a diffusé les résultats en décembre. Donc on avait cette année un total de projets éligibles de 71. On avait 73 dépôts, c'est-à-dire on a eu 2 projets, par exemple, inéligibles. Hein, donc, pour un projet le plus cher, hein, de 427 000 euros, le moins cher de 100 000 euros, 900 et quelques. Donc, je vous donne quelques indications sur les partenaires, parce que vous pouvez donc constituer des projets qui sont franco-allemands, mais qui rassemblent du côté, par exemple, de l'équipe DFG, 3 partenaires, et du côté français, un seul partenaire. Donc, on a des projets qui, sur ce plan-là, ont aussi des envergures très différentes, avec en moyenne, donc vous le voyez, un peu entre 2 et 3 partenaires par projet. C'est pas du tout prescriptif encore, mais ça vous donne peut-être un ordre d'idée. Donc, s'il y a des déposants parmi vous pour cette année, sachez que les points qui seront particulièrement importants dans l'évaluation sont la question de la plus-value franco-allemande, c'est-à-dire, est-ce que les équipes vont véritablement fonctionner ensemble? Est-ce qu'il y a véritablement une complémentarité, un programme de travail commun? Donc, autrement dit, ce qu'il faut éviter à tout prix, c'est d'avoir des équipes qui se disent bonne chance en début de projet, et qui se retrouvent à la fin pour comparer leurs résultats. Il faut vraiment prouver que les équipes vont apporter cette complémentarité qui est au cœur du projet de coopération franco-allemande en sciences humaines et sociales. Donc, pour les coordinateurs et coordinatrices postdoctorants et postdoctorantes, voilà, on vous conseille de ne pas négliger la place aussi des chercheurs plus confirmés dans le consortium, et de bien prendre la mesure du fait qu'il s'agit d'un projet de recherche collectif, donc de lui donner l'ampleur d'un projet de cette envergure, et de ne pas rester dans une démarche postdoctorale qui peut être plus restreinte, plus modeste. L'interdisciplinarité, c'est quelque chose qui est encouragé dans la mesure où le comité est tout à fait au courant du fait que l'interdisciplinarité est présente dans le FRAL, et qu'on rassemble des expertises du côté des 2 agences, de sorte à
avoir une représentativité dans les évaluations externes des différentes disciplines qui sont donc représentées dans le projet. Par rapport à la discipline qui dominerait donc le projet, on vous invite à préciser des mots-clés, des disciplines, ce qui permet en fait de mieux cibler pour l'ANR comme pour la DFG les experts. Donc c'est très important de situer quelle est la discipline, quelles sont les disciplines, parce que comme c'est un appel qui est blanc, la recherche d'experts doit être un petit peu aidée par les porteurs de projets. Voilà, donc le FRAL, c'est un programme qui se distingue par son haut niveau scientifique, par son impact. On a plusieurs lauréats FRAL qui ont obtenu des prestigieuses récompenses, donc vous avez la liste ici. Par exemple, pour citer quelques personnes, François Desroches au Collège de France, Bénédicte Savoie, également au Collège de France, ont été des lauréats du FRAL. Plusieurs chercheurs décrochent des financements nationaux à la suite des projets. On peut penser à l'ERC pour aussi des projets européens qui donc sont accessibles sur la base de l'expérience du FRAL. Certains passent du bilatéral au multilatéral. Donc, si vous avez des questions, je pourrais vous renvoyer aussi tout à l'heure vers les autres programmes de l'ANR qui peuvent être des suites quand on a un FRAL. Et puis, un rôle non négligeable aussi du FRAL, c'est de contribuer à la pérennisation, au financement de certains domaines rares, ce qu'on appelle en France les disciplines rares, des disciplines qui sont moins financées en règle générale par la recherche sur projet. Le FRAL, c'est donc un programme ou un appel plutôt qui est intégré avec non seulement une évaluation, mais aussi un suivi commun des projets en ce qui concerne la prolongation, éventuels des projets, les séminaires. Donc, tout est coordonné, y compris une fois que les projets sont lauréats. Quelques chiffres encore quant au dépôt. Donc jusqu'à 2020, je n'ai pas actualisé pour 2021, où en fait on a un taux de succès qui a augmenté. En 2021, on avait 14 lauréats sur 71 déposants, donc un taux de succès qui est cette année revenu au taux historique autour des 20%. Après une baisse pendant plusieurs années du taux de succès autour de 22, 21 et l'année dernière, donc 13%. Donc le FRAL, pour le dire autrement, a été victime de son succès l'année dernière et là, on a retrouvé cette année un taux de succès, j'espère, qui encouragera donc les chercheurs à déposer. Ce qu'on appelle joliment les resoumissions, je vous donne une petite idée. En gros, la plupart des projets déposent 2 années d'affilée. Vous le voyez dans la première colonne ici, donc une fois, d'une année sur l'autre, on a environ entre 10 et même parfois 27 projets qui recandidatent. Donc, sur la base des évaluations qui sont transmises aux porteurs à l'issue du comité. Les coordinateurs et coordinatrices sont davantage, il faut bien le reconnaître, des hommes, mais on a eu pendant quand même quelques années un bel équilibre et j'espère que celui-ci va se maintenir dans les années suivantes. Je voudrais terminer avec quelques perspectives pour 2022. En particulier, j'attire votre attention sur le colloque anniversaire de notre programme pour fêter les 15 ans. Donc, on organise le 15 juin 2022 un gros événement qui aura lieu à la Cité internationale à Paris, donc, qui rassemblera l'ensemble des lauréats, alors sous forme d'intervention en direct ou alors sous forme de poster, mais ce sera vraiment l'occasion de valoriser les 265 projets financés depuis 2007. Donc, je note les noms des participants. N'hésitez pas à me faire part de votre intérêt parmi les participants. Je vous mettrai dans notre liste de diffusion immédiatement. Donc, une grosse journée qui a pour ambition de valoriser le franco-allemand
en sciences humaines et sociales à l'aune du programme ANR-DFG pour montrer en quoi c'est vraiment un moteur de la recherche européenne et un moteur pour la recherche de demain. Voilà, je m'arrête ici, pardon si j'ai été longue, et voilà, je me réjouis des questions éventuelles. Merci beaucoup Julie pour cette présentation. C'est effectivement un petit peu plus long que prévu, mais il me semble très intéressant d'avoir ce type d'informations parce qu'on n'a pas l'habitude en tout cas d'entendre ce type de conseils. Donc je pense que c'était très intéressant pour les participants de vous entendre. Donc un grand merci pour cette présentation. Et alors, du coup, je vais laisser maintenant la parole aux participants. Alors, comme nous sommes sous forme de webinaire, il faut que vous me montriez votre envie de poser une question et à ce moment-là, je vous ouvrirai le micro pour que vous puissiez poser directement la question à l'oral. Si vous ne souhaitez pas poser la question à l'oral, bien évidemment, vous avez la possibilité de la poser par écrit dans la partie Q et R en bas de votre écran. Donc, je vous laisse lever la main si vous avez la moindre question pour nos intervenants. La première question est toujours la plus dure. Alors du coup, je vais peut-être en poser une à Julie. Vous parliez de la possibilité d'avoir plusieurs partenaires dans le cadre du FRAL. On est bien d'accord que les partenaires sont forcément des partenaires allemands et français. Ça ne peut pas être des partenaires de pays tiers. Alors oui, c'est-à-dire en termes de financement, il faut que ce soit des institutions qui sont éligibles à un financement par l'ANR ou par la DFG. En revanche, vous pouvez intégrer au consortium des membres qui seront financés sur fonds propres si vous souhaitez élargir votre consortium à une équipe plus large. Mais en effet, on ne va pas financer, l'ANR ne va pas financer l'université, que sais-je, du Burkina Faso, pour prendre le même exemple que tout à l'heure. Il faut que ça passe, voilà, que ce soit une institution française au Burkina Faso. Dans ce cas-là, ça pourrait être financé. Mais voilà, donc, en gros, pour le dire un peu trivialement, il faut que l'argent de la France reste en France. Voilà. C'est joliment dit, merci. Voilà, mais au moins, ça permet de comprendre. Voilà, c'était juste pour préciser, parce qu'effectivement, je pense que ça peut être une question. Alors, je vais laisser la parole à Rémi Dutil. Normalement, vous devriez pouvoir poser votre question. Bonjour, j'espère que vous m'entendez. Très bien. Je souhaitais remercier d'abord les trois orateurs. J'ai trouvé ces présentations très claires. Je voulais demander à Madame Hengsbach, au sujet des manifestations scientifiques pour jeunes chercheurs, il me semble que pour un workshop ou pour un colloque, par exemple, ces chercheurs sont également encadrés par des chercheurs plus chevronnés ou plus confirmés. Et donc, je me demandais si l'université franco-allemande avait des critères en termes de proportion de jeunes chercheurs ou autres parmi les participants. Est-ce qu'il y a un pourcentage qui est fixé minimal pour la recevabilité des projets? Non, mais merci pour votre question. On n'a pas un pourcentage ou une limite, mais effectivement, les jeunes chercheurs peuvent aussi poser une demande de soutien. Par exemple, pour un atelier. Normalement, pour les écoles d'été, donc pour une manifestation plus grande, ce sont surtout les professeurs, mais les jeunes chercheurs, donc les doctorants ou les postdocs sont bienvenus à déposer une demande de soutien pour un workshop, par exemple. C'est aucun problème et on n'a pas de limite ou un pourcentage pour des ateliers ou pour des écoles d'été. Donc, vous êtes libre à déposer une demande de soutien. Aucun problème. D'accord, oui. Parce que je pensais en fait faire un grand colloque récurrent qui regrouperait à la fois des professeurs, maîtres de conférences et des doctorants. Donc, dans ces cas-là, j'imagine qu'il faut une proportion assez significative de doctorants, mais pas forcément une majorité. Non, pas forcément. Non. Le groupe cible de ces manifestations scientifiques, ce sont des jeunes chercheurs, donc des doctorants, mais aussi des postdocs ou des masters. C'est pas possible quand, par exemple, s'il y a des professeurs qui veulent organiser une manifestation scientifique
Et s'il n'y a que des participants, des bachelors, par exemple, des étudiants prévus pour cette manifestation, ça, ce n'est pas possible parce que c'est vraiment le groupe cible, c'est vraiment des jeunes, donc des doctorants, des postdocs, des jeunes chercheurs. Des chercheurs, merci. Des chercheurs, oui. Oui, Voilà. merci beaucoup. Merci beaucoup pour votre question. Alors, nous en avons une autre dans le chat. Alors, attendez que je la retrouve. Alors, un projet dans le cadre de l'obtention d'une HDR peut-il trouver un financement? Alors, j'imagine que ça s'adresse plutôt à l'ANR, parce que l'UFA, je sais que ne le fait pas. Peut-être, Axel, aussi, tu peux donner quelques pistes d'informations à ce sujet. Financement pour un projet HDR. Est-ce que Julie va commencer ou moi? Tu peux commencer du coup. Nous n'avons aucune restriction par rapport à la discipline. Par rapport le soutien auprès des chercheurs dans le cadre de ce tout petit programme qu'on a pour augmenter la mobilité des chercheurs et des jeunes chercheurs entre la Bavière et la France. Mais comme j'ai expliqué, c'est un programme qui permet d'avoir juste quelques allers-retours et qui ne finance pas, par exemple, des postes. Ça, on ne peut pas faire. Il y a d'autres opérateurs, par exemple à l'ANR, qui est capable de, comment dire, financer exactement ça, par exemple les postes des doctorants. Donc c'est plutôt une question, comment dire, de l'ampleur du projet et de stade du projet. Ce que je peux encore rajouter, c'est que bien sûr, on n'a pas une peer review comme l'ANR. Dans le moment, c'est notre conseil d'administration qui décide par rapport le soutien de BioFrance. Et bien sûr, le facteur, la ratio, c'est très, très haut. Donc, à 80%, toutes les demandes sont financées. Parce que ce qu'on veut faire, c'est donner une première pousse aux chercheurs. Et après, ce sont eux qui peuvent parler ensemble. Encore une fois, le facteur amortissage, c'est aussi qui interdit plus ou moins de revenir chaque fois auprès de BioFrance chaque année. Sinon, on a close shop en espèce de, comment dire, très peu de temps. Il y a d'autres programmes qui sont beaucoup plus adaptés, par exemple l'UFA, et l'UFA permettent de financer aux chercheurs, par exemple, une série des conférences aussi. Ouais. Et ça, c'est l'avantage du franco-allemand, du franco-bavarois, que c'est très riche, mais c'est aussi un peu, comment dire, la complexité des institutions, parfois trop petites, pas très, très connues, quand on se perd là-dedans. Mais je peux vous garantir qu'avec presque tous les acteurs, les personnes en charge, les gentils petits organisateurs comme nous, se connaissent très très bien. On essaie vraiment, comment dire, d'intégrer chaque fois le programme. Julie a très très bien expliqué Procop, par exemple, que c'est un programme qui permet de déposer après une demande à un RDFG. Voilà. C'était un peu plus, comment dire, maintenant plus grand. La réponse, je suis désolé, mais c'était juste pour compléter un peu les choses. Merci, Axel. Julie, est-ce que vous voulez compléter sur cette histoire de financement HDR? Oui, alors, en fait, donc, on ne finance pas des HDR à proprement parler, c'est-à-dire si le projet ANR-DFG s'inscrit dans des recherches qui sont des recherches qui vont mener à la rédaction d'une HDR, évidemment, on soutient aussi ça. Enfin, le critère, c'est plutôt
la question du statut, et je reviens là-dessus, c'est que en fait, vous pouvez être dans une démarche d'HDR en étant en poste ou en n'étant pas en poste, parce que ça arrive que les gens fassent des HDR sans être nécessairement déjà maître de conférence. Donc dans ce cas-là, c'est aussi possible. En revanche, je doute du fait que ce soit quelque chose à mettre en avant, puisque l'HDR, c'est un projet qui est individuel, et que la plus-value, c'est une plus-value collective dans le cadre de ces projets. Donc, je m'interroge sur le caractère judicieux de mettre en avant le fait qu'il s'agisse d'une HDR, plutôt que de mettre en avant la coopération franco-allemande et la dimension collective du travail. Mais rien ne s'oppose à ce que, en effet, dans le cadre de vos recherches d'HDR, vous déposiez un FRAL qui viendra nourrir en fait, le dossier. Enfin, voilà, je ne peux pas répondre davantage. Merci Julie. Y a-t-il d'autres questions? Alors, bien évidemment, les intervenants l'ont dit tout à l'heure, ils restent à votre disposition pour tout complément d'information après cette session, parce que peut-être que vous n'avez pas encore le projet ou pas suffisamment maturé le projet de coopération avec votre partenaire français ou allemand ou bavarois pour le coup. Donc du coup, nous tenons bien évidemment à votre disposition pour tout complément d'information. Donc n'hésitez pas à me contacter pour que je puisse vous mettre en relation avec les différents intervenants. La session va être disponible en replay dans quelques instants, donc n'hésitez pas, je vous enverrai le lien, comme ça n'hésitez pas non plus à relayer le lien vers d'autres collègues potentiellement intéressés, puisque je pense que les contenus étaient quand même très très intéressants pour tout projet de coopération franco-allemande. Donc il ne reste plus qu'à vous remercier participants d'avoir assisté ce matin à cette session, et surtout un très très grand merci à nos intervenants qui ont eu la gentillesse d'intervenir, de présenter leur programme et de faire en sorte que les coopérations franco-allemandes, franco-bavaroises se passent très très bien. Donc un très très grand merci et donc à très bientôt. Merci pour l'organisation, Bérénice. Merci beaucoup, Bérénice. Merci, Eva-Maria, Axel. J'espère qu'on aura l'occasion de se rencontrer peut-être en chair et en os à l'occasion du colloque de juin. Donc, j'ai bien mis vos noms dans nos listes. Et puis, n'hésitez pas à me faire parvenir aussi des informations. On est très preneurs, voilà, si vous avez des newsletters ou des événements. Volontiers. Voilà. Et puis même si vous voulez que je note des contacts de personnes à inviter au colloque, je reste vraiment à l'écoute pour ça. Et puis dans le cadre de montage de projet, évidemment aussi. Merci beaucoup. J'espère que vous êtes submergé avec l'élément de franco-bavarois. Oui, je vais faire une cartographie des partenariats, donc je vais voir quelles sont les régions allemandes les plus... Ça m'intéresse d'ailleurs. Moi aussi. Ça m'intéresse. En fait, derrière notre système d'inscription, nous avons une cartographie par rapport des contacts de recherche. Et j'espère cette année, on est capable de les ouvrir. C'est un outil aussi pour donner une idée par rapport à cette complexité et la richesse, ce qu'on a plus ou moins, comment dire, du quotidien. Ouais. Ok. J'essaierai de vous donner des chiffres bientôt. Super, merci beaucoup. Merci infiniment. Au revoir tout le monde. Au revoir, ciao.